Cette vidéo fait suite à la vidéo 810 sur le calcul du champ magnétostatique d'un fil infini. Il s'agit ici d'utiliser la méthode, le théorème d'Ampère, pour déterminer le champ magnétostatique d'un solénoïde. On va se placer dans le cas d'un solénoïde infini, avec une densité surfacique de courant qui sort ici et rentre par cette partie-là du solénoïde, donc des lignes de courant ici, qui sont circulaires, cercles de centre l'axe Z, l'axe du solénoïde. On peut relier ce solénoïde infini avec sa densité surfacique de courant à un solénoïde fini réalisé avec un circuit filiforme comportant n spires de longueur L et le circuit filiforme étant parcouru par un courant d'intensité I. On peut aussi faire intervenir n, le nombre de spires, par unité de longueur. Donc le calcul du solénoïde infini va permettre d'approcher le champ d'un solénoïde fini. Pour déterminer le champ magnétostatique, nous allons utiliser le théorème d'Ampère, et le théorème d'Ampère nécessite la connaissance des lignes de champ, donc dans un premier temps, toujours utiliser les propriétés de symétrie de la répartition de courant. Ici, si je coupe mon solénoïde par un plan orthogonal à l'axe, j'aurai un plan de symétrie de la répartition de courant. Donc, ici, en utilisant la base cylindrique, UR, Uθ, Uz, eh bien, j'aurai un champ magnétostatique orthogonal à ce plan de symétrie, donc dirigé sur Uz. Les lignes de champ sont donc ici des droites parallèles à l'axe du solénoïde. Contrairement à ce qu'on avait pour le fil infini, par exemple, ces lignes de champ ne seront pas des courbes fermées, donc il va falloir ici les compléter pour obtenir un contour d'Ampère. On peut aussi utiliser les invariances, par exemple l'invariance par translation sur l'axe des Z, qui fera que le champ magnétostatique ne dépendra pas de Z, donc si on utilise les coordonnées cylindriques, il ne dépendra que de R et de θ. Dans le cas général d'un solénoïde, on n'a pas forcément une section circulaire, on peut tout à fait avoir une section rectangulaire, carrée ou n'importe quel type de section. Donc le champ dépendra de θ. Ce n'est pas fondamentalement gênant puisqu'ici on s'aperçoit que sur une ligne de champ, on aura affaire à un champ qui sera uniforme. C'est amplement suffisant. Ici, si on a choisi par exemple un solénoïde de section circulaire, on peut rajouter l'invariance par rotation qui permettra d'avoir un champ magnétostatique ne dépendant que de R, la distance à l'axe, et dirigé sur Uz. Le problème qui se pose maintenant, c'est de trouver à partir de ces lignes de champ un contour d'Ampère, un contour fermé. Donc pour ça, il va falloir rajouter à notre ligne de champ, ou notre portion de ligne de champ, il va falloir rajouter un certain nombre d'autres courbes. On s'aperçoit qu'on ne peut pas fermer ce contour simplement par des courbes qui possèdent une circulation nulle, donc il va falloir ici utiliser en fait un contour un peu plus compliqué. Donc on va commencer par prendre une partie de la ligne de champ qui passe par M, on va prendre une longueur H, et ensuite on va fermer cette ligne de champ par un contour qui va être construit pour avoir ici des circulations nulles, on va le voir tout à l'heure, mais qui va faire intervenir le champ en un autre point de l'espace. On va choisir ici de le fermer sur l'axe du solénoïde. Le contour comporte 4 courbes différentes, donc en fait pour calculer la circulation, on va décomposer cette circulation en 4 circulations sur chacune des parties du contour. Si on s'intéresse à la partie qui va relier en fait les deux lignes de champ, celle qui passe par l'axe et celle qui passe par M, on va bien sûr choisir ici un segment qui est orthogonal aux lignes de champ, donc B et DL vont être, on le voit ici sur la figure, orthogonaux, le produit scalaire va être nul, donc la circulation sur la partie 1 du contour fermé va être nulle.
Ensuite, si on s'intéresse à la deuxième partie, donc là on vient de faire cette partie-là, on va faire maintenant celle-là, on a exactement la même chose. Le déplacement des L2 et le champ magnétostatique sont orthogonaux sur cette partie du contour. Donc le produit scalaire est nul, la circulation sur la partie 2 est nulle aussi. Pour la partie du contour qui emprunte la ligne de champ passant par M, eh bien B et DL cette fois-ci sont collinaires de même sens, donc B scalaire DL c'est B2R fois DL. B étant uniforme sur cette partie du contour, on va pouvoir le mettre en facteur de la somme, on a B2R somme de DL, et somme de DL ce n'est autre que H, la longueur de notre segment. Le calcul de la circulation sur la quatrième partie du contour, celle qui passe par l'axe, eh bien, va se faire à peu près de la même manière que pour l'autre, sauf que cette fois-ci B et DL sont collinaires mais de sens opposé, donc B scalaire DL va donner moins B0 DL. Là encore, B de 0 est uniforme sur la partie du contour, on pourra le mettre en facteur, et on obtiendra donc moins B0 fois H. Donc finalement, on obtient une circulation en posant B de R égale à 0 égale à B0. On obtient une circulation, eh bien 0 pour C1, B de R fois H pour CR, pour C2 0, et pour C de 0, moins B0 fois H. Une fois que le calcul de la circulation est effectué, on peut déterminer sa valeur, l'intensité qui est enlacée par le contour. Si je prends un point M à l'intérieur, eh bien l'intensité ici qui va traverser ce contour, on voit ici qu'il n'y a pas de courant traversant le contour, donc l'intensité enlacée va être, pour un point intérieur, nulle. Donc on va obtenir finalement une circulation nulle. En simplifiant par H, on obtient que pour un point à l'intérieur du solénoïde, le champ magnétostatique est le même que sur l'axe d'un solénoïde. On a donc à l'intérieur du solénoïde un champ magnétostatique qui est uniforme. Il nous faudrait déterminer encore la valeur du champ magnétostatique sur l'axe. C'est un calcul que nous ferons ultérieurement. On va ici donner directement sa valeur. La valeur du champ sur l'axe, c'est mu0 JS, ou bien encore en utilisant la correspondance entre le solénoïde infini surfacique et un solénoïde fini, ou bien un solénoïde infini, mais avec une répartition filiforme de courant, eh bien, mu0 i pour le champ B0. Si maintenant on prend un point M à l'extérieur, la circulation c'est toujours B de R fois H moins B0 fois H, on va toujours choisir le même type de contour. Mais cette fois-ci, l'intensité enlacée ne sera pas nulle, on a du courant qui traverse la surface définie par ce contour. Le courant est réparti de manière surfacique, donc l'intensité élémentaire dI, c'est JS, scalaire dL. Alors, ici, dL va être orienté par le contour, donc c'est important, l'orientation du contour va donner le sens de dL. Donc dL va être déterminé ici en utilisant là encore comme surface, une surface qui est dans le plan du contour. On va prendre une surface rectangulaire. Donc l'orientation ici de cette surface rectangulaire va se faire normalement à la surface orientée par le contour. Et la répartition n'étant que sur une partie de la surface qui est en fait ici un segment, eh bien on va s'obtenir ici une répartition en dL. Donc on oriente le contour, et l'orientation du contour va donner l'orientation de l'intensité. L'intensité ici dI qui va être surfacique. On va faire une vue de côté. Le JS ici traverse notre surface vers le bas. Le dL va donc être orienté vers le haut. Si on avait changé le sens de circulation sur le contour, on aurait bien sûr ici obtenu JS et dL qui auraient le même sens, mais la circulation serait opposée. Donc de toute façon, le résultat final ne va pas dépendre de l'orientation qui a été choisie pour le contour. Ici, JS est uniforme sur cette partie-là, donc on va pouvoir le sortir de la somme une fois que le produit scalaire a été effectué. Donc JS scalaire dL va donner moins JS fois dL. JS, on va pouvoir le sortir et on obtient donc moins JS fois la longueur ici de cet élément, à savoir H. Donc finalement,
Le théorème d'Ampère nous donne la relation entre la circulation et l'intensité enlacée. On s'aperçoit qu'on va pouvoir simplifier par H et on obtient, ici, en utilisant le même B0 que tout à l'heure, à savoir mu0 ni, on obtient que le champ à l'extérieur, c'est B0 moins mu0 JS. Les H se sont simplifiés. On a passé ici, on a ajouté B0H à l'ensemble de cette équation. Eh bien, B0 moins mu0 JS, ça va justement faire 0. On obtient un champ à l'extérieur du solénoïde qui est nul. Là encore, on a besoin du champ sur l'axe du solénoïde. Alors, on va faire le calcul de ce champ sur l'axe.